Donc, je te présente pas, tu fonces, on attaque, on est à la bourre. C'est parti. Ouais, Donc tu te présentes un petit peu quand même pour démarrer, s'il te plaît. si je vais vous parler d'illustration, c'est parce que c'est un peu mon métier, évidemment. Voilà. Mais entre autres, bon, je vous le dis à chaque fois, ça m'énerve cette lampe là. Voilà. Bon. En fait, dans ces métiers qui sont liés au dessin, hein, puisque c'est un peu ça qu'on apprend dans cette école aussi, il y a plusieurs métiers possibles à l'arrivée, c'est-à-dire bon, bande dessinée, animation, illustration, concept, vous voyez, ce genre de trucs. Tout ça, ça demande du dessin en fait. Donc, à quel moment on parle d'illustration? Et donc, ce que j'avais intitulé au début, si vous aviez lu le texte, c'était le mot, c'était tomber dans l'illustration, parce que c'est une expression très courante. Vous la connaissez cette expression? Là, on tombe franchement dans l'illustration. Vous avez entendu ça déjà dans votre vie? Ouais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ne pas tomber dans l'illustration? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen de faire de l'illustration sans tomber, quoi, en fait? Est-ce que c'est un genre maudit? En fait, est-ce que c'est juste de la mauvaise peinture, ou est-ce qu'il y a un problème comme ça, en fait, qui est pas vraiment traité en tant que tel, parce que finalement, personne ne voit le problème. Et même, j'entends souvent des illustrateurs qui disent, là, on tombe dans l'illustration, quoi. C'est assez fort comme préjugé, quoi. Donc, on a affaire à un vrai préjugé, voilà. Et ce préjugé, donc, il a quand même une histoire, l'air de rien. Il n'arrive pas par hasard au moment où l'illustration, finalement, presque domine la scène par rapport à la peinture aujourd'hui. Excusez-moi, je vais me boire un petit coup quand même, avant de me lancer. Donc, par contre, là, je vais survoler comme un malade bon, on verra après pour dire si c'est compréhensible. Donc ce préjugé, il provient de sources antiques, déjà dès le départ. Là, c'est les philosophes qui parlent, hein. Donc Platon, Socrate, hein, ces gens-là. Et en fait, ils ont une critique contre la représentation du réel, parce que le réel, c'est pas le réel, en fait. C'est pas la réalité. Et la réalité serait accessible seulement aux philosophes. Et serait intelligible, mais pas sensible. Et donc tout ce qui est sensible à tout ce qui est autour de nous, c'est des mensonges, c'est des illusions. Donc c'est vraiment ce qu'on trouve dans le mythe de la caverne. Donc je ne vais pas plus loin, vous connaissez ce truc-là. Alors il y a des critiques évidemment du mythe de la caverne, parce que c'est un peu gros comme démonstration. Et en particulier, par contre, donc, ce qu'on appelle l'imitation du réel, ça s'appelle la mimésis, hein, mimique, on retrouve ce terme-là. Et cette imitation, par contre, elle est sauvée par Aristote, qui est disciple de Platon. Il lui dit qu'en fait, du fait qu'il y a du plaisir à imiter, que les enfants aiment imiter, on peut quand même en faire quelque chose. Et c'est pas juste en fait, l'horreur et l'erreur philosophique de faire ça. On peut quand même tabler un peu sur le plaisir. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Vous qui dessinez, vous savez très bien que personne n'a jamais appris à dessiner sans imiter qui que ce soit ou quelque chose. Donc il y a le dessin d'observation. On observe le réel, mais on observe aussi les dessins. Donc c'est l'art qui imite l'art. Donc ça, on peut dire que cette critique de la mimésis, elle est quand même remise en question, mais enfin elle est tenace. Les deuxièmes sortes de critiques contre ce qui va devenir l'illustration à la fin, c'est l'anecdotique. Vous voyez, la petite anecdote, ces petites choses. Donc c'est un peu ce qu'on voit là dans le moulin de la Galette, quoi. Vous voyez, c'est un dimanche, il n'y a rien de particulier qui se passe, il n'y a aucune action particulière, aucune grande action. Qu'est-ce que vous tirez de ça si il faut en tirer un enseignement? En fait, rien du tout, c'est juste une peinture du bonheur, quoi. Voilà. Et je vais en parler plus tard du bonheur, parce que c'est un peu le thème de la conf, mais j'avance, hein. Donc, c'est cette petite histoire qu'on trouve dans les scènes de genre au XVIIe siècle, c'est là qu'elle apparaît, et qui va se retrouver vraiment sous les projecteurs à l'époque impressionniste. C'est l'étude de la lumière, des petits moments du quotidien, du dimanche, des moments de repos, de répit, de trêve, de bonheur. Et en fait, au moment où l'impressionnisme arrive, il y a aussi un autre phénomène qui se produit, c'est que vous voyez que le dessin de Renoir, il n'est pas très précis. Quand on a vu tout à l'heure Frédéric Bach, on voit bien que ça vient de là, quoi. Hein, c'est quelque chose de... Bon, on reconnaît les expressions, mais vous voyez, les têtes, elles sont quand même un peu toutes les mêmes.
il y a quand même quelque chose de assez schématique là-dedans. Donc, est-ce que ça permettrait vraiment d'aller loin dans la reconstitution d'un récit, ce genre de scène? Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des limites? Et en fait, ces limites, bon, je les donne comme telles. En fait, moins le dessin est précis, plus les situations, plus les actions, plus les possibilités de récit sont schématiques. Ça, c'est un peu l'idée générale. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc, en fait, par contre, à ce moment-là, c'est la critique, évidemment, exactement l'inverse. Le dessin descriptif détaillé, c'est là qu'il est le plus fort, parce que c'est vraiment la grande époque de l'Académie, où presque on n'a jamais eu un niveau aussi élevé en dessin classique, hein, et réaliste, d'ailleurs. Vous trouvez ça, vous avez qu'à aller au musée d'Orsay, si vous voulez voir un peu d'où on vient. Et malheureusement, en fait, il y a un débat qui court depuis des siècles entre la couleur et le dessin, et on voit bien que là, la couleur est en train de dire son mot plus que le dessin, et que le dessin il commence à s'évaporer. Mais d'ailleurs, il y a un effet de la lumière sur la réalité qui existe. C'est-à-dire que la lumière a tendance à déformer ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Dans cette salle, moi je vois très bien, il y a des gens qui sont dans l'ombre, des gens qui sont éclairés, il y a seulement des parties de visage, et si on ne tient compte que de la lumière, en fin de compte, on voit bien qu'il y a des choses qui disparaissent, même si elles pourraient parfaitement être décrites, dessinées. Et c'est quand même intéressant d'avoir suivi cette piste, hein. Bon, c'est pas exactement ce moment-là qui est initial. Il y en a eu d'autres précurseurs, comme Vermeer, on voit bien que lui déformait l'apparence des choses en fonction de la lumière. Mais à ce moment-là, je pense que c'est vraiment le moment historique où ça se produit. Donc, on commence à voir apparaître la peinture académique comme une illustration, justement. Voilà. Ce qui veut dire mauvaise peinture. On la décrit comme pompière, donc qui décrit des petites choses anecdotiques sans importance, mais avec une précision maniaque. Donc, évidemment, c'est beaucoup de boulot, et c'est pour ça qu'on est très partagé à savoir ce qu'on doit admirer, parce qu'en même temps, il faut admirer, puis en même temps, il faut détester. Donc, aujourd'hui, on a un problème avec la peinture pompier, on l'a toujours, bien qu'au moins elle soit accessible et qu'on puisse la voir aujourd'hui, par exemple, au musée d'Orsay. Donc, cette utilisation du mot illustration comme synonyme de mauvaise peinture se trouve encore fréquemment, et presque les mêmes critiques, en fait, sont adressées à la photographie à la même époque, c'est-à-dire pour son souci du détail, du pas important, de l'anecdotique. C'est lié, hein. Et le dernier point, c'est donc qu'est-ce qu'on peut reprocher encore à l'illustration? Et là, je pense que c'est un reproche qui ne vient même pas de la critique ou du monde intellectuel. Il vient d'une conversation ordinaire, en fait. On l'entend un peu partout. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils ont vu un film, puis que ce film, en fait, ils avaient lu le livre, et qu'ils sont déçus parce que voilà, en fait, le bouquin, il leur avait donné des visions bien supérieures à ce qu'ils ont trouvé dans le film. Et c'est assez fréquent d'entendre ça, hein. Vous avez entendu ce truc. Donc l'illustration, elle a qu'à bien se tenir, en fait, hein, parce que déjà, on met les pieds dans... Enfin, tout le monde a sa vision d'un livre, hein, déjà, tout le monde a sa petite représentation dans la tête, et il n'y en a pas beaucoup qui vont être satisfaits à l'arrivée, quoi. Donc c'est un élément redondant qui priverait le lecteur de sa propre capacité à visualiser les récits en leur substituant des représentations appauvries. Là, je caricature, mais c'est l'ensemble contenu du discours. Et il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur propose des représentations de ce qu'ils imaginaient dans leur esprit pendant la lecture. Alors, cette critique se rencontre également à l'égard des films, hein, parce que les films aussi souvent sont tirés de livres, donc livres illustrés ou films, c'est le même problème. Voilà, cette critique-là n'est pas vraiment théorisée. En revanche, je ne peux pas dire qu'il y a des livres là-dessus, hein. Et donc, avec tout ça, on peut dire qu'on peut tomber dans l'illustration facilement. Mais alors, de l'autre côté, on dit un truc qui est intéressant, c'est-à-dire, par contre, on élève un objet au rang d'œuvre d'art. Voilà, j'ai une comparaison très directe, c'est-à-dire on élève, avec l'art, on s'élève, et puis avec l'illustration, on tombe, quoi, en fait. Et c'est pas fortuit, parce que c'est vraiment corrélé, en fait, dans le discours. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'existe que de mauvaises illustrations, ou est-ce qu'il y en a des intéressantes et des moins intéressantes? Et est-ce qu'il s'agit d'un genre comme les autres, ou d'un genre maudit et repoussoir qui ne sert qu'à rehausser les autres? Ou alors, puisque l'illustration dialogue inévitablement avec des textes, est-ce qu'elle n'est pas tributaire du type de texte auquel elle s'associe, et justement du statut de ce texte? Si c'est un texte comique, trivial, satirique, est-ce que l'image ne va pas se retrouver exactement dans la même catégorie, c'est-à-dire les sous-genres, quoi, comme tous les genres souvent liés à la comédie? Alors, donc nous abordons là la hiérarchie des genres.
Donc plus haut, c'est la tragédie, et tout en bas, la bouffonnerie, donc les sujets nobles et les sujets ignobles. Donc on va avoir affaire à ça inévitablement. C'est-à-dire que quand on regarde une illustration, une image en fait qui contient un récit, on est obligé de se poser la question de quel type de récit il s'agit. Et donc là, j'ai pas vraiment un panneau à montrer, parce que d'habitude j'ai mon petit tableau à côté de moi, mais là je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai pas cliqué. Bon, en tout cas, c'est pas très grave. Je vais faire le point parce que j'essaie quand même de ne pas traîner. Bon, je voulais lire un petit passage de Zola, mais je vais le zapper parce que Zola était très méchant, en fait, avec Gustave Doré, puis c'est vraiment incroyable. Parce que c'est pas qu'il a tort, en fait, c'est qu'il est méchant. Donc c'est un peu ça. Et donc je vous conseille de lire le texte de Gustave Doré, sur Gustave Doré de Émile Zola, qui est dans un livre qui s'appelle quand même Mes haines. Vous voyez, ce que je déteste. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui passe à la casserole, mais au vitriol, parce que Zola de toute façon c'est le peintre du vitriol, et qui a tendance à noircir le tableau, mais bon, là il y va fort, et quelque part ça se comprend quand même. Donc il parle de Doré qui vient d'illustrer la Bible, et globalement il lui reproche d'avoir fait ça en 2 ans. Bon, c'est excessif pour un livre aussi riche, et que globalement, donc, on peut être d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas raté la Genèse, il n'a pas raté les Révélations, qui est le dernier livre, mais alors le reste, on peut dire que c'est quand même ultra sirupeux et ultra pas intéressant. C'est pas faux, ce qu'il dit. Mais bon, la façon dont il le dit, par contre, elle semble interdire à tout jamais à ce type de toucher à autre chose que ce qu'il a fait quand il faisait les contes de fées ou les choses comme ça, quoi. Et ça, c'est pas sympa. Donc, on peut dire quand même que l'illustration, aujourd'hui, elle a un petit statut rehaussé, mais toujours sans théorie, sans rien derrière, parce que ça se vend quand même, les originaux d'illustration. Enfin, pas tout, hein, certains. Pas tellement les trucs vraiment pour enfants, pour tout petit, parce que bon, souvent, il n'y a même pas d'original, et c'est fait en numérique. Donc, en fait, je vais essayer d'accélérer le truc. Voilà, il faut poser cette question-là. Donc, vous allez voir, je vais vous faire un méga résumé, parce que c'est de ça qu'on va traiter de toute façon. Puis après, on va regarder dans le détail. Juste pour la petite anecdote, en général, Daniel qui fait des conférences à l'école, c'est 2-3 heures de conférence. Donc là, j'ai réussi à le faire travailler sur un truc de 45 minutes. Ouais, c'est pas pour moi, ça. C'est pour ça voilà, c'est pas pour toi, mais voilà. Même les profs travaillent à Méliès. Donc voilà. Donc là, par contre, je vais commenter ça, en fait. Voilà ce qui se passe. Hein. Donc la question, c'est est-ce que... Bon, ça, c'est le schéma normal, quoi. Là tout le monde est d'accord là-dessus, en fait. Hein. Vous voyez, moins 500, donc c'est à peu près là qu'on a la première critique sur l'image, la mimésis, c'est Socrate, Platon. Et tout ce qui est peinture, vous voyez, il y a les arts libéraux, hein, la médecine, l'architecture, la poésie, vous savez, même la poésie, quoi. Mais le dessin, la peinture, zéro. C'est pas l'art libéral, c'est art servile. Hein. J'ai pas le temps de vous expliquer vraiment de quoi il s'agit, mais ça veut dire vraiment statut très inférieur. C'est le statut d'ailleurs qu'auront les peintres hollandais, puisque souvent ils ne sont pas en Italie et ils n'ont pas bénéficié du statut d'artiste. Et ça fait d'ailleurs beaucoup souffrir un type qui s'appelle Rembrandt. Et s'il s'appelle Rembrandt et s'il signe Rembrandt, c'est pour signer comme Raffaello, Leonardo. Il donne son prénom en fait, parce qu'il s'appelle pas Rembrandt de nom, il s'appelle Rembrandt van Rijn, qui est son nom de famille. Je bois un coup. Je me dessèche. Bon, donc ça, c'est le résumé. Hein. Vers 1450, là, on a un art libéral. La peinture devient un art libéral. Ça, vous savez, hein, vous avez entendu parler de ça. Donc, ça veut dire que c'est fondé sur un savoir, et que ce savoir, il a trait à 3 domaines, donc médecine, architecture et... c'était quoi le troisième? Bon. Ouais, enfin bon. Ouais. Enfin, il y en a 3. Donc ensuite, on a la peinture. Mais cette peinture, elle est faite de 2 morceaux, c'est-à-dire qu'il y a le dessin, et ce dessin en Italie, et même jusqu'au XVIIe siècle, vous savez, le mot dessin, il ne s'écrit pas 2-S-I-N, il s'écrit 2-S-E-I-N. Hein, on trouve ça dans des textes de Charles Perrault, d'ailleurs,
du XVIIe siècle. Et donc ce dessin, vous voyez ce que c'est qu'un dessin? C'est un projet, une intention. Enfin, donc c'est vraiment le plan mental, c'est la cosa mentale. Et le dessin, c'est aussi le tracé, c'est aussi la pratique du trait. Ça dessine ces deux choses-là, il ne faut pas l'oublier. Et le coloris, il faut l'appeler coloris, parce que là, on fait référence à la querelle du coloris et de la couleur qui va arriver, par contre, à la fin du XVIIe siècle. Et c'est bien le mot coloris qui convient au coloris utilisé par les peintres, alors que le mot couleur s'applique à la couleur qui est dans la réalité. Donc, vous voyez que la peinture est composée de ces deux éléments, mais qui demandent qu'en fait, qu'il y a se combattre pour la suprématie, quoi. Et on l'a très bien vu, parce qu'effectivement, vers 1820, donc on a une théorie de la couleur qui apparaît. Hein. C'est Chevreul, Goethe a un petit peu commencé, mais c'est pas très étudié par les peintres, a priori. Et quand même, on peut dire 50 ans plus tard, parce que c'est 1874, là, on a une peinture qui fait vraiment quelque chose avec la couleur, c'est l'impressionnisme. Hein. Donc, à ce moment-là, on a eu aussi, autour de 1820, l'apparition de la photographie, et donc le dessin il commence à prendre un problème, quoi. C'est comme ça que c'est raconté, parce que vous allez voir qu'on peut le voir tout à fait autrement. Donc, globalement, moi, on m'a expliqué ça quand j'étais à l'école, Histoire de l'art. On m'a dit, voilà, en 1825, je sais plus, 27, 28, 29, apparition de la photographie, il n'y a plus besoin de savoir dessiner, quoi. Ça y est, tu veux faire un truc, tu le photographies. Tu dis, bah oui, mais comment je fais si c'est pour faire un truc d'imagination? Tu dis, ah, il n'y a pas de réponse. Hein. Bon, en tout cas, le dessin réaliste, disons, il est cuit. Mais alors, on voit bien que le dessin idéaliste, lui, n'est pas cuit, parce que le dessin idéaliste, justement, il ne représente pas la réalité. Il est basé sur son modèle grec. Hein. Alors, le modèle romain, ce n'est pas tellement idéaliste, hein, c'est un modèle assez réaliste aussi. Donc, en fait, cette partie-là, elle commence à basculer, mais par contre, l'Académie tient encore la main dessus, et on enseigne de toute façon la peinture par le dessin, quoi. Donc, quand arrive cette peinture impressionniste, vous savez qu'elle sera très critiquée, qu'elle apparaît en France, et qu'en France, on n'a presque rien gardé. Donc, on a été champion du monde là, sur cette belle connerie encore. Mais, ouais, enfin bon, il faut regarder les choses en face, quoi. Non, mais on a raté beaucoup de choses qui étaient quand même nées dans, dans le terrain. Et donc, voilà donc ce qui se passe, a priori, on date à peu près vraiment l'apparition et vraiment l'expansion du domaine de l'illustration au moment où, en fait, apparaissent aussi les livres, la publication à grande échelle, tout ça. Donc, Gustave Doré fait partie de ces générations-là, quoi. Et donc, on va dire la photographie et l'illustration se retrouvent dans la même catégorie. C'est du non-art, c'est de l'art pour industrie, enfin, c'est quelque chose comme ça. Puis de là, effectivement, on va dévier, parce que de toute façon, on a quitté la route de l'art, donc il n'y a plus d'académie. Personne qui est illustrateur apprend nulle part, il n'y a pas besoin. On se débrouille. C'est pratiquement tous des autodidactes à partir de là. Et donc, à la fin, on a les bandes dessinées, le concept, les arts narratifs, enfin tout ça. Mais on s'aperçoit quand même qu'il ne faut pas quitter ce... Parce que je finis par là, je dis, en fait, tout ça, c'est quand même lié à du texte, quoi. Donc, des formes de récits diverses et variées, y compris le récit du quotidien, de la réalité. C'est lié à quelque chose comme la littérature. Et par contre, de l'autre côté, on voit bien que du glissement hors du dessin par la couleur, on arrive à une peinture abstraite. Bon, je vais très très vite, parce que tout à l'heure, je vous parlais de Cézanne, qui est exactement la cheville paresseuse entre les deux, quoi. Donc, le coloris dominant, hein, le dessin, on voit bien que essayer de trouver du dessin chez Kandinsky, bon, il en a au début, il a appris un petit peu comme tout le monde, enfin ça n'a jamais été un prodige. Et Picasso dessine encore, hein, alors qu'est-ce qu'on en fait là? On n'en parle pas parce que c'est pas un coloriste. Et de là, on va dire que fin de la peinture, vers les années 60-70, on peut dire elle est morte. Dans toutes les académies, on enseigne ça. Moi, quand j'étais à Londres au début, à Saint-Martin, dans les années 80, on m'a dit « color is dead ». C'est-à-dire qu'en fait, l'autonomie de la couleur par rapport au dessin dans l'histoire de la peinture, en fait, cette autonomie mène carrément à l'éviction, quoi. Même la peinture disparaît. Et on voit bien qu'à partir de là, c'est le pop art, donc c'est plutôt des objets, des choses comme ça. C'est très marrant que la peinture ait été remplacée par des sculptures, en fin de compte, quoi. Et des sculptures, souvent ready-made, qui viennent du quotidien. Donc, par contre, on va dire que la photographie reprend du galon qui n'était pas du domaine des arts, parce que justement, il y a une théorie. C'est Roland Barthes qui produit un bouquin qui s'appelle La Chambre claire au début des années 80, et qui va donner un contenu philosophique, potentiellement artistique, parce que l'art, en fait, c'est du domaine de la philosophie. Voilà. Et donc, cette opposition qu'on a à la fin, donc il y a tout un tas de domaines qui sont issus directement de la critique d'art, c'est-à-dire de la critique de la représentation, de la critique de la mimésis, et on fait des présentations, en fait, dans l'art contemporain, à l'opposé de représentation. Il faudrait développer, je sais. Alors,
Par contre, vous voyez que cette opposition entre littérature et philosophie, elle est complètement... C'est pas une opposition, en fait. Parce que c'est comme si la littérature ne pensait pas, du coup, que seule la philosophie pensait. Eh bien, pas du tout, parce que bon, si Shakespeare ne pense pas, bah, ça se saurait, quoi. Donc, c'est pas une opposition, mais pourtant, ces deux domaines cherchent vraiment, en tout cas, la philosophie cherche vraiment, jalousement, et depuis le début, à garder, finalement, sa spécificité et son petit précaré. Mais, évidemment, on a l'air d'attaquer la philosophie. Oh mon Dieu, c'est quelle horreur. Alors, c'est pas ça du tout, hein. Puisque nous aussi, on est philosophes, en fait. Et donc, voilà l'autre schéma, en fait, possible. Vous voyez, ça commence pareil, hein. Sauf qu'à un moment donné, en fait, puisque la peinture est du dessin, et que c'est ça qui a obtenu, finalement, le label art, qui est, en fin de compte, pas autre chose que noblesse culturelle, c'est ça que ça veut dire, surtout que c'est né à l'époque où la noblesse, ça voulait dire quelque chose. Et ben, en fait, peinture et illustration, ça se continue dans le sillage du dessin, quoi. Même si, évidemment, l'enseignement va être sacrifié. Alors, pas partout. En France, oui. Et heureusement, l'enseignement qui était disponible en France à la fin du 19e siècle a été sauvé par les Américains, qui sont venus étudier ici. Ils ont étudié aussi l'impressionnisme, au passage. Et c'est ce qu'on va retrouver chez Disney, qui a pris conscience, en fait, qu'il faut former les gens, parce qu'ils ne vont pas apprendre ça tout seul, et ça ne s'apprend pas tout ça, quoi. C'est pas du domaine de l'autodidactisme. Alors, ce qui a donné chez nous, par contre, une espèce de plus grande diversité à cause du fait qu'on a des autodidactes. Dans des pays où il y a moins d'autodidactes et plus d'enseignement, ça donne quelque chose peut-être beaucoup plus homogène. On trouve ça au Japon et aux États-Unis. Donc, bon, c'est bien que tout le monde existe, mais en fin de compte, aujourd'hui, on a quand même, à chaque fois qu'on a vu qu'il y a des grands dessinateurs qui apportaient quelque chose, de toute façon, ils allaient chercher l'enseignement. Aux États-Unis, on a vu ça avec l'équipe JG, Franquin, qui sont allés aux États-Unis pour remonter leur niveau. Ils ont influencé tout le monde à la fin. Giraud a fait pareil. Bon, voilà. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est en essayant de se mettre à ce standard-là qu'on progresse, quoi. Donc, vous voyez, ce problème, il peut se poser comme ça aussi. Donc, illustration continue dans le sillage des arts liés au dessin, quoi. Mais la couleur aussi en fait partie. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on écarte ce problème d'opposition entre le dessin et la couleur, tout simplement. Ça va très bien ensemble, en fait. Ça peut vivre ensemble. Et par contre, qu'est-ce qui naît d'autre chose et qui ne vient pas du dessin? C'est la peinture abstraite. Elle, par contre, elle sort là comme un champignon poussé en pleine nuit, de nulle part. Bon, après, on voit qu'il y a des discours qui reviennent à d'anciennes façons de regarder l'image, comme en particulier la tradition de l'icône, qui justement précède cette apparition de la perspective, et c'est tout le Moyen-Âge. Et comme par hasard, c'est les Russes qui sont en France qui nous amènent l'art abstrait. La plupart, ils viennent de là, quoi. Ils viennent de ce monde-là. Kandinsky, n'en parlons pas, quoi. Et effectivement, ils se gargarisent de l'épithète spirituelle. Donc, encore une fois, on a cette opposition, imitation. Donc, c'est le matériel, le sensible, le corps, tout ça, c'est impur. Mais le spirituel, c'est beau, quoi. Donc, c'est la philosophie. Idéaliste. Donc, voilà. J'étais à toute vitesse, là. Ça passe, ça? Comprenez l'idée? Non? Ouais. Bon. Si, il y a des hochements de tête, il y a des sourires. Non, mais néanmoins, comme je voulais quand même parler du récit, alors là, je vais pas faire beaucoup autant que je pensais, mais donc je vais parler de un certain nombre de problèmes liés au récit. Donc, si j'arrive à trouver mon petit schéma, ça sera bien. Donnez-moi 2 secondes. Il faudrait que j'affiche par image, en fait. Voilà. Bon, en attendant, je vous mets un petit Gustave Doré qui était très critiqué par... Vous comprenez pourquoi il l'a critiqué. Tu comprends pas? Non, mais ça, c'est un peu les meilleurs. Ils sont bons, ceux-là, c'est vrai. Hein, c'est pas les... Par contre, celui-là, il est vraiment moyen, quoi. Hein, ah ouais. Mais en fait, ça, c'est 80% du bouquin, ça. Et ça, ben, c'est seulement 10%, et ça aussi. Hein, d'accord. Bon, il n'a pas tort, Zola, mais bon, il est méchant, quoi. Il est méchant. C'est pas bien d'être méchant. Donc, on va pas dans son sens. Puis surtout qu'on est quand même illustrateur, donc on va pas non plus
donner du bois pour se faire battre, quoi. Alors, bon, je vais passer à autre chose, là. Je veux dire, voilà, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi les enjeux narratifs d'un truc pareil, quoi? Donc non, j'ai l'air de critiquer, c'est très joli, hein. C'est très bien peint, c'est compétent, donc c'est fait par un peintre d'aujourd'hui, hein. Ça, c'est des peintres complètement réactionnaires d'aujourd'hui, là, des Russes. Donc, ont très bien appris leur métier. Ouais, ils font ça comme il y a 100 ans, quoi. Bah, ça, c'est montrer des peintures de tout neuf aussi sur des bouquets de fleurs et tout ça. Ouais, mais là, c'est quand même un peu mieux. Sur le bouquet de fleurs. Non, moi j'ai quand même besoin d'un récit, parce que le bouquet de fleurs, c'est le genre nature morte, donc il n'y a pas de récit, quoi. Et d'ailleurs, tout ça, bon, c'est la hiérarchie des genres, c'est pas moi qui vais discuter. Moi j'adore les natures mortes, mais bon, disons que là, vous voyez, on a un paysage, on a une petite fille, a priori, donc qui trempe les pieds dans l'eau. C'est mignon tout ça, quoi. C'est le bonheur, ça. Oui, si vous mettez un timbre là-dessus, vous l'envoyez à votre grand-mère. Tout va bien, mamie, on passe de bonnes vacances. Regardez, le ciel est bleu, il fait beau et on s'amuse et les enfants sont charmants. Voilà, tout va bien, quoi. Donc c'est la peinture du bonheur. Alors qu'est-ce que c'est le bonheur en fait par rapport à un type de récit? Voilà. Bon là, d'habitude j'aime bien faire mon petit tableau parce que je le place donc comme donc les genres. Là, je vais aussi aller à toute vitesse parce que j'espère que c'est un peu connu quand même dans vos têtes. Il y a happy end et bad end, hein, oui, dénouement heureux, dénouement malheureux. Bon, après, je sais très bien que les genres aujourd'hui, ça se mélange dans tous les sens, mais quand même, à la base, pour en parler, on est bien obligé de s'accorder sur un minimum de définition, sinon, il n'y a plus rien. Donc, il y a les genres comiques. Alors, les genres comiques, c'est souvent des genres qui sont liés à un dénouement heureux et pas simplement au fait que ça fait rigoler ou que ça fait ricaner. Il y a ça aussi. C'est un des éléments. Entre les deux, au bout, il y a le tragique. Hein, ça, c'est que le tragique. Et au milieu, il y a des représentations de drame, et c'est ce que Victor Hugo a nommé le drame, c'est-à-dire ce mélange de comique et tragique, qui est un peu, finalement, la constituante de la vie dans la grande moyenne, quoi. Si on ne vit pas dans un pays en guerre ou aux endroits, quoi. Ça, c'est sûr. Parce que là, on est tragédie 100%, quoi. Mais une vie, disons, dans un pays où il ne se passe pas trop de catastrophes, c'est une majorité de drames, peut-être 10% de tragédie, allons, pour pas être trop mesquin. Et puis, il y a des moments de bonheur aussi. Mais ces moments de bonheur, on s'aperçoit que ça, la spécificité, ce qui fait un moment de bonheur, c'est que ce n'est pas relié à un avant et un après. Donc c'est comme des parenthèses dans un récit. Vous voyez, ça ne mène nulle part, ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Elle va tremper son pied, elle va aller nager. Voilà, ça y est, on a tout dit, quoi. Bon, alors je vous en montre un peu de ces moments de bonheur. D'ailleurs, ça va nous détendre, de toute façon, parce que c'est jamais désagréable. Voilà, et j'en ai tout un stock, là. Mais alors, évidemment, ça prête à sourire, parce que c'est facile de parler de ça en rigolant, hein. C'est pas sérieux, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait exactement. Vous savez, la peinture impressionniste, elle est apparue. À un moment donné, on était saturé de peinture d'histoire, de peinture shakespearienne, de peinture élisabéthaine, du Moyen-Âge, de tout ce qu'on pouvait voir, parce que le siècle du récit, le 19e, c'est énorme. Et on s'en sert encore, il y en a encore plein d'adaptations de ces textes écrits au 19e. Donc, ah oui, je me suis trompé de fichier, c'est pour ça. Bon. J'affiche ça normalement. Vous voyez, encore du moment de bonheur, c'est ça. Ça, c'est la version américaine. Parce qu'en fait, si on va chercher du côté des Français, donc qui sont vraiment les initiateurs de ce type d'image, donc en fait, bon, vraiment le tout premier, on va dire que c'est quelque chose comme ça, quoi. Et là, on est un siècle avant, mais ça ne fait pas vraiment école, ça. Donc, il s'appelle Fragonard, et puis... bon, voilà, ça c'est pas de la peinture du bonheur, Frazetta. Ah oui, c'est du drame et du tragique. Donc moi, là, ce que je cherche à montrer vraiment, c'est que cette peinture-là, du fait qu'elle n'a pas de grands enjeux au niveau de la narration et du récit, elle peut s'autoriser des imprécisions au niveau des dessins et des gestes et tout ça. Ça flotte un peu, vous voyez, ça s'y prête, quoi, en fait.
Parce qu'on rêvasse, on pense au bonheur, et le bonheur, en fait, c'est quelque chose qu'on expérimente. C'est pas quelque chose qu'on raconte. Et la philosophie, vous voyez bien qu'elle a un énorme problème avec le bonheur. En fait. Elle ne sait pas quoi en dire, finalement. Elle est beaucoup plus à l'aise pour parler de la mort, de la finitude, de la vulnérabilité que du bonheur, quoi. Bien que tout le monde sache ce que c'est, d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ces images-là, vous voyez, elles vont avoir tendance à avoir ce côté un petit peu dissous, dans la lumière, souvent. Alors attention, je vais passer à du kitsch, déjà. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est carrément fabriqué, c'est le dispositif du bonheur. Vous voyez, une lumière radieuse et énorme, on ne sait même pas d'où ça sort, un truc pareil. C'est sûrement surcompensé par des projecteurs, des trucs comme ça. C'est presque du studio, ça. Et vous voyez, en fait, on a deux personnages, et là encore, on a une scène, c'est du bonheur. Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Le temps s'est arrêté. Voilà. Donc, je vous en montre une série comme ça vous rentre bien dans ce que c'est, parce qu'en fait, il y en a partout sur Internet de ça. Aujourd'hui, si vous voulez du like sur Insta, c'est ça qu'il faut poster, quoi. Oui, et la recette est simple, donc je vous la donne, hein, c'est ça. Il faut peindre le bonheur, parce que vous allez donner du bonheur forcément aux gens qui regardent. C'est jamais désagréable à regarder. Et ils vont vous récompenser, ils vont vous dire, regardez, voilà. Oh, comme c'est cool. Voilà. Enfin, oui, c'est un beau geste, quoi, de peindre le bonheur, en fait. On ne peut pas critiquer ça. Mais on est obligé d'admettre que, bon, c'est un peu facile quand même, quoi. Voilà. Alors, il y a différents dispositifs. Hein, il me reste 10 minutes? Ouais. Donc ça, vous voyez, c'est la version contemporaine, là, vraiment, version Insta, quoi. Pascal Campion. Voilà, puis attendez, alors là, il y a une image que j'ai du mal à trouver. Mais dans mon cours, je passe vraiment ça en revue, en profondeur. Si vous avez l'occasion d'assister, vous allez voir, on ne passe pas juste un survol, hein, de ça. Bon, allez, on s'en fout. Donc, je vais passer un peu au truc du contre-exemple. Voilà, donc là, vous voyez, c'est la même époque, mais c'est Manet, quoi. Et Manet, c'est pas vraiment un des impressionnistes. C'est le bonheur, ça? Bon, bah là, il y a un climat de tension, quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, on a besoin de la précision des regards, la précision des expressions. On ne peut pas faire sans ça. Parce que sinon, on ne comprendrait pas que la fille, elle est quand même, cause toujours, tu m'intéresses, quoi. Vous voyez? Et lui, il est insistant. Et ça, voilà, c'est ce qu'on voit. Et si on était simplement dans un truc à la Renoir qu'on voit un petit peu en dessous, vous voyez, c'est trop vague. Donc le récit, plus il se précise, plus il va vers le côté drame, en fait, plus on a besoin de ce dessin descriptif, assez détaillé, assez à cheval sur les expressions justes, les bons acteurs et les bons choix, les bons castings et tout ça. Donc en fait, c'est les mêmes problèmes que pour n'importe quelle histoire. Donc maintenant, je vais passer un certain nombre d'autres types de... Bon, je vais aller sur Cézanne, en fait, parce que Cézanne, j'en parle jamais. Et Cézanne, c'est quand même un cas. Ouais. Et regarde le miracle de ses mains, je crois. Voilà, donc Cézanne, vous voyez, voilà le dessin de Cézanne. C'est pas un prodige. Il a été refusé à l'école des Beaux-Arts, à l'époque où il y a un niveau incroyable. Donc, ils ne se sont pas trompés, quoi. Hein, mais pour eux, là, le type, il ne savait pas tenir les crayons, quoi. On peut toujours trouver de l'expression à tout ce qui n'est pas précis, évidemment. On peut même réagir, on peut trouver ça touchant, on peut trouver tout ce qu'on veut, c'est pas interdit, ça. Seulement, à l'académie, ça, on va dire, là, il faut apprendre le dessin précis, quoi. Et c'est que du faux trait, donc lui, il adorait Daumier, Delacroix, enfin ceux qui sont liés au mouvement, c'était ses idoles. C'est pas qu'il crachait sur Bouguereau, parce qu'en fait, il avait une jalousie presque maladive de Bouguereau. Il disait, ce type, en fait, a trouvé quelque chose, et lui, il trouvait qu'il n'avait rien trouvé. Ce type avait un énorme complexe d'infériorité. Alors, il a une vie pas cool jusqu'à 50 ans, puis après, son père est mort, il a hérité de la banque du père, donc là, c'était tranquille. On dit qu'il n'a rien vendu, mais il n'avait pas besoin, en fait, à la fin. Et c'est là qu'il a fait ses peintures les plus intéressantes. Il a fait vraiment ce qu'il voulait, à partir de là, parce que ses premières œuvres sont un peu... Vous voyez, ça donne ça. Donc là, c'est un Cézanne de 30 ans. C'est un tableau qui est au Petit Palais. Alors, je vais essayer de chercher le récit là-dedans, parce que vous voyez, la précision, il n'y en a pas, quoi. Donc là, il faut un petit peu un bagage d'histoire de l'art. Il faut dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une scène mythologique, ça?
Ou est-ce que c'est juste des nanas qui se baignent dans une rivière, quoi? Bah, quand on connaît Cézanne, on sait que là, il y a une source mythologique. Alors, je vous le décrypte parce que j'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est que ce buisson jaune, là? Vous voyez, ça fait un effet énorme, quoi. On voit bien que c'est le sujet du tableau, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'elles regardent, ces femmes? Elles sont comme ça. Et elles regardent quelque chose, le reflet dans l'eau, le buisson qui devient jaune. Bon, je vous le fais. C'est une version moderne de Jupiter et Callisto. Vous connaissez cette histoire? C'est pas grave. Callisto, donc c'est une des nymphes, des consorts de Diane, déesse de la lune, de la nuit, de la chasse aussi. Et Jupiter, qui est ce mauvais dieu, là, voyeur, vicieux, violeur, tout ce qu'on veut, bah, il se confond comme un rayon de lumière. Vous voyez, c'est les pièces d'or qu'on voit dans Danaé, tout ça. Il se confond à ça et il va engrosser Callisto, qui est sûrement la fille en rouge, là. C'est ça le thème, vous voyez. Alors si vous ne le savez pas, une belle scène ensoleillée pour ma grand-mère, encore une fois, un moment de bonheur, quoi. On regarde le merveilleux reflet dans l'eau. Alors non, là il y a un drame en fait, et voire même une tragédie. Donc pourquoi on peut dire ça? D'abord parce qu'on connaît la culture de Cézanne. Vous voyez, il faut être informé là. Ça ne transparaît pas, et donc il faut aller chercher ses sources en fait. Donc les sources, je les avais là parce que faut que c'est pas des choses que vous connaissez par cœur. Non, j'ai pas beaucoup d'images, donc je vais les trouver là. Bon, et voilà, en fait, voilà comment c'est représenté dans le moment classique. Vous voyez, ça ressemble beaucoup au dessin de Cézanne, en fait. Hein, ces espèces d'apesantissement dans les mouvements, enfin, tout s'écrase comme ça. C'est vraiment lui, quoi. C'est ça, ces modèles, en fait. C'est Jordaens. Il adore aussi le Tintoret. Et vous voyez, on a exactement le même thème. Et ça, qu'est-ce qui est montré là? En fait, c'est toujours quelque chose qu'on ne voit pas dans ce tableau, parce que c'est connu. Enfin, tout le monde connaît ça. C'est un texte tiré des Métamorphoses d'Ovide. Et là, vous voyez, on a une précision, mais on voit qu'on est dans un contexte où tout le monde sait ce que c'est que ça. En tout cas, le public lettré, parce qu'on s'adresse à un public lettré à l'époque. On sait que ça, c'est l'histoire de Callisto, et que là, on a le berger Actéon qui passe avec ses chiens, voilà, qui en même temps observe, donc il y a un double récit, parce on voit, il ne devrait pas voir Diane, la déesse, qui doit se cacher, et donc, vous savez, il va être transformé en cerf et dévoré par ses chiens. Voilà. Donc là, on est vraiment à un moment d'un drame incroyable, bon, qui a fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Donc, bon, je voulais parler de Caravage, je crois que je ne peux pas. Et si tu fais ça en 5 minutes, bien sûr. J'ai quoi, j'ai 5 minutes? Caravage, 5 minutes, pas mal. Ouais. Peut-être pas. Non, par contre, voilà, je veux montrer un truc de ce que c'est que dans les genres comiques, quand même, c'est important, il faut en parler. Donc voilà, on a un tableau très connu, vous voyez, Hopper. Alors là, idem, vraiment au milieu du XXe siècle. Le récit, ça fait 50 ans qu'on s'en fout, quoi. Hein. Ça fait 50 ans qu'on ne cherche plus, parce que sinon, justement, ça serait de l'illustration, quoi. Donc là, on est quand même dans la catégorie art. Grand art, c'est son chef-d'œuvre. Tout le monde connaît ce tableau. Et alors, par contre, vous savez, là, on peut gloser à l'infini pour savoir qu'est-ce qu'ils foutent tous là autour de cette taille. Moi, souvent, je l'ai analysé en tant que rhétorique visuelle, ce tableau. La répétition des éléments, des obliques, des choses comme ça. Vous en parlerez pour ça, parce qu'on n'a pas le temps. Parce que c'était un peu l'idée de parler de rhétorique visuelle. Comment on arrive en fait à faire une image qui tient, avec un récit qui est quand même pas évident, mais qui ouvre des pistes et que plus on le regarde, finalement, on ne s'ennuie pas parce que c'est nourri, quoi. C'est ça la force de cette image. Finalement, en la regardant, on l'a vu 100 fois, mais on ne s'ennuie pas. Alors par contre, regardez, c'est marrant parce que là, elle est tellement connue qu'évidemment, elle se prête au pastiche, quoi. Et ça, donc c'est, comment vous appelez ça, une satire ou une parodie? Vous savez la différence entre une satire et une parodie? Même toi, tu sais, même toi. Ah. Une parodie, c'est plus dans une optique de faire de l'humour, et une satire, c'est plus dans un esprit critique. Ouais, il y a quelque chose de ça. Bon, on ne le dit pas exactement comme ça. Donc la satire, elle porte sur un monde, en fait, une société, un ensemble plus vaste. Et une parodie, elle vise vraiment un truc comme ça, un objet ciblé, comme une parodie de Star Wars, une parodie de James Bond, oui, Johnny English, ce genre de truc. C'est plus ciblé, la parodie, et c'est quand même
ça se moque, ça tourne en dérision. Est-ce que la satire, c'est pas exactement le problème. Bob l'éponge, c'est une satire de la société américaine, en fait. On voit bien ce qui se passe. Peut-être un enfant ne le voit pas, mais ou d'un certain âge, on commence à comprendre, quoi. Hein. C'est comme les Simpsons pour les petits, en fait, Bob l'éponge. Voilà. Donc, j'espère que j'ai fait passer pas grand-chose, mais juste 2-3 idées. Et si j'ai 2 minutes, je montre un petit truc vite fait. Oui, je voulais parler de ça pour rebondir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Tu as 2 minutes, vas-y. J'ai 2 minutes, je vais parler de ça, là. Parce que ça a été... il n'est pas là, Marc? Il est parti? Il est là. Ah, il est là. Ah, bah, salut. Bah, moi, je voulais en parler de ça. Hein. C'était dans mon fichier, parce que toi, tu l'as montré, mais tu n'as pas... Bah, ça suppose un récit, en fait. Vous voyez? Là, on a vraiment une action, avec certainement un avant et un après. Donc, c'est-à-dire tout ce qui peut constituer un drame ou une tragédie. Alors, si vous voulez, je vous fais le menu, mais bon, le menu, je pense que tout le monde fait à peu près la même description de l'iconographie. C'est un homme, chasseur ou pas, tombe à la renverse, sexe en érection. OK. Flèches qui, finalement, ont l'air de rebondir sur le sol, mais pas forcément tirées par lui, peut-être par les autres. Et le bison à moitié éventré qui perd ses entrailles tourne la tête, à moins qu'il soit en train de l'encorner, on ne sait pas trop. Bon, alors là, je vous laisse imaginer. Moi, je n'ai pas la clé. Hein, ouais, là, on sait qu'il y a un récit. C'est tout. Alors, ce récit, forcément, il n'a pas été écrit. Hein, c'est pas à cette époque-là, c'est avant l'écriture. Mais cette scène est très différente de beaucoup des autres. Elle est vraiment une énigme. Et je crois que bon, il faut pas trop rentrer dans l'énigme à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer après ce que c'est juste une dernière image. Voilà. C'est un peintre qui s'appelle Howard Pyle. Donc Howard Pyle, il est intéressant parce que c'est vraiment l'interface. Bon, vous savez que l'illustration, qu'est-ce qui s'est passé au début? C'était de la peinture à l'huile, quoi. Au tout début, c'était pas différent. Les gens avaient été formés à la même école. Quand ça apparaît, Howard Pyle, c'est un illustrateur et il peint des tableaux à l'huile, quoi. Ainsi que donc ceux qui vont être... Pourquoi je ne trouve pas? Ah, ça vient... Ouais, en fait, je voulais montrer ce tableau, mais je ne trouve pas la reproduction. Donc, vous voyez, ça tombe bien de le montrer dans le musée. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir sur ce tableau. Donc, ça s'appelle Abandonné, je crois, Marooned, un truc comme ça, en anglais. Donc, c'est un type qui est tout seul sur un endroit désert, une plage a priori, mais on ne voit pas trop la mer non plus. On imagine que c'est un pirate qui a été abandonné par la troupe parce qu'il a trahi, il a fait une connerie, quoi. On ne sait même pas si c'est un gentil, un méchant. Hein. La question n'est pas là. Donc là-dessus, il y a un énorme mystère. Et par contre, là, vous voyez bien que l'avant, l'après, c'est ce que je viens de vous dire. Je suis obligé d'imaginer ça pour me faire une représentation de ça. Donc là, c'est une image narrative, très suggestive, avec très peu de moyens, qui me fait imaginer qu'est-ce qui va devenir, parce qu'il n'y a rien sur le tas de cailloux, là. Vous voyez, enfin bon, là, ça fait travailler l'imaginaire. Alors, c'est une des 2 ou 3 illustrations qui, justement, n'appartiennent pas à un livre, en fait, qui ont été faites par Howard Pyle dans les années 1910. Il est sorti un peu de sa zone de confort, et je pense qu'il a visé plus haut. Et il y en a une autre qui est la sirène, vous connaissez peut-être aussi, ou un baiser avec une sirène et un marin, mais qui ne vient pas de la petite sirène. Et rappelez-vous de ça, c'est un récit dans une histoire. Si c'est un moment de bonheur, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. À partir du moment où il y a un récit, c'est ça qui est en jeu. Voilà, c'est tout. Okay. Je ne peux pas faire plus laconique, mais j'avais beaucoup de choses à montrer, évidemment. Ça va? Parfait. Merci, bravo. Merci Daniel. J'espère que ça vous a nourri à tous. On peut prendre une question. Je parle pas de nourrir. Ah, comment? On ne parle pas de nourriture dans la maison d'un pendu. On va aller se nourrir après. Une question. Un élève. Ou qui veut, en fait. Même une sale question, un truc vache, n'importe quoi. Non, personne? Rien. Quoi, même pas ça? Voilà. Denis. Allez. Hello. Moi, j'ai une petite question. Cette histoire de compartimentation entre moments de bonheur et autres, parce que donc les moments de bonheur ne sont pas narratifs puisque
Il n'y a pas d'avant, pas d'après. Bon, je suis obligé de dire que je ne suis pas d'accord du tout, pour moi, parce que j'ai l'impression, mais je te fais part juste de ma réflexion comme ça, j'ai l'impression que ça évacue la notion du symbolisme. C'est-à-dire que le fait que ça ne raconte rien, effectivement, en apparence, il y a une composition d'image. Tu vois, dans la peinture de la petite fille qui se trempe les pieds dans la mer, il y a une composition d'image qu'on pourrait tout à fait... Alors, on aurait le droit de dire, oui, mais c'est n'importe quoi, c'est de la surinterprétation. Mais la composition d'image peut appeler à une portée symbolique. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais elle est sur le sable, c'est un enfant. L'eau est pas transparente, on n'est pas en Martinique, je veux dire, c'est une eau assez opaque. Et on voit une structure, 3 structures carrées, une massive, une moins massive, une plus petite avec un trou à l'intérieur, qui se perdent vers l'horizon. Comme si, pour moi, hein, c'est une réflexion sur la vieillesse et l'oubli. Elle est sur la terre ferme, elle est ancrée dans une perception du monde qui est très stable, mais que plus on va vers l'horizon, plus cette perception se fragilise avec cette structure qui rétrécit et qui est trouée, comme si le devenir était de perdre la mémoire. Ça, c'est quelque chose, quand tu vois les pré-raphaélites, les choses comme ça, un siècle plus tôt, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser aux pré-raphaélites, c'est quelque chose enfin, l'interprétation donne beaucoup de portée à des... Parce que ça, si tu veux, c'est une citation de Shakespeare. Ah oui. Mais si on enlève, oui, mais si je ne l'ai pas montré celui-là. Si on enlève... C'est pas un moment de bonheur. Hein. Non, mais j'ai pas dit ça. Hein. C'est pas un moment de bonheur, mais c'est un moment de grâce, si tu veux. Si tu enlèves la c'est référence... une tragédie, ça. Oui, mais si tu enlèves la référence directe à l'œuvre, tu peux voir complètement autre chose. Si tu donnes pas la clé d'analyse, oui. pas assez Shakespeare, qu'est-ce que je vois? Et je peux voir une femme qui fait trempette, je veux dire, et mettre à ma grand-mère, l'eau était bonne, il y avait des belles fleurs. Peut-être que c'est pas forcément uniquement je raconte une histoire ou je raconte rien. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, à ceci près que j'ai l'impression qu'il manque peut-être la possibilité de la lecture symbolique. Voilà, non, mais en fait, bon, si tu adhères globalement, ça me va. Non, parce qu'en fait, j'allais en parler de la mélancolie qu'il y a dans l'impressionnisme. Donc, mais évidemment, j'ai pas le temps. Parce que dans ce bonheur, il y a aussi sa perte qui est sous-jacente. C'est ce que tu dis, effectivement. Mais c'est présent dans plein de tableaux de Monet, effectivement. Mais attention, c'est beaucoup plus vrai dans l'impressionnisme européen que sa version américaine, en fait, qui, elle, est par contre tournée vers le positivisme et le bonheur à tout prix et la good vibe, quoi, bonne énergie. Donc là, je suis d'accord. Ils sont d'accord. J'ai de la chance, c'est 2 profs de l'école. Non, mais c'est bien vu, c'est carré, on peut effectivement les analyser. Si j'avais parlé que de cette image, j'aurais été obligé d'en parler. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup.